Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des postes frontaliers de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Même si actuellement, Kinshasa n'a pas de contrôle sur 11 postes frontaliers de la République démocratique du Congo, parce que c'est en cheval avec le Rwanda, ce sont des pertes énormes que la République démocratique du Congo a subies. Du point de vue touristique, je suis en train de vous dire que nous avons plus de 165 postes frontaliers. Et si nous avons la capacité de faire entrer 1000 touristes par mois sur chaque poste frontalier et que chaque touriste paye $100, nous aurons la capacité de générer plus de 494 millions de dollars américains. Ce sont des recettes d'exportation. Nous n'allons pas nous emprunter à la Banque mondiale, à la FMI ou à BAD, mais ce sont des recettes d'exportation. Vous devez savoir qu'avec la République du Rwanda, nous avons plus de 11 postes frontaliers, même si nous avons aussi des chaînes de montagnes. Nous avons les postes frontaliers de Heho au niveau de Kibumba, de la Grande Barrière, de la Petite Barrière, des ports de Goma, Ruzizi 1, Ruzizi 2, Kamanyola, et du Nord, et du Sud, Kalehe, Bukavu. Vous devez savoir qu'entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est le lac Kivu qui nous sépare, mais aussi les montagnes de l'Est. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de postes frontaliers touristiques, ce sont les hommes qui en font touristique. Faisons des calculs simples. Il y a 10 postes frontaliers fois 1000 touristes par jour qui payent $100. C'est $100,000. Et pendant 30 jours, c'est 3 millions de dollars américains que le trésor de la République démocratique du Congo ne reçoit plus actuellement. Imaginez les imports et exports de nos minéraux, de nos matières premières qui proviennent de Wakali, qui proviennent du Sud Kivu, qui proviennent de Masisi. Kinshasa n'a pas contrôle de tout cela. Nous sommes en train d'enseigner à la génération future. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit commencer à l'école maternelle, primaire et secondaire. Pourquoi la population doit protéger les postes frontaliers? Quels sont les avantages qu'ils peuvent en retirer? Parce que lorsqu'on jouit de l'argent des postes frontaliers, on fait semblant, mais c'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on associe la population locale. Il faut dire la population locale que grâce à ces postes frontaliers, nous générons de l'argent. Et cet argent doit être servi pour le bien-être général de la population locale. L'eau, l'électricité, les routes, mais aussi la santé, le bien-être et le bonheur. L'argent qui est généré par le trésor public, ce n'est pas l'argent d'un individu ou un groupe d'individus. Si nous voulons que les groupes armés cessent, que la guerre puisse se terminer, c'est comme ça que nous devons enseigner à nos enfants. Plus de 11 postes frontaliers ne sont pas sous contrôle de l'État pendant plus d'une année au niveau de Goma et Bukavu et 5 ans sur d'autres postes frontaliers. Donc c'est très important que nous puissions enseigner aux enfants les avantages. Pourquoi ils doivent protéger leurs postes frontaliers? Vous devez savoir qu'un touriste qui entre en République démocratique du Congo, il paye $500 de visa. Quelqu'un qui veut visiter toute la République démocratique du Congo. Et si cet argent doit être redistribué équitablement dans toutes les provinces,
les gens sauront l'importance des postes frontaliers. Imaginez, nous n'avons pas de contrôle sur les minéraux, sur les produits agricoles, sur les imports et les exports pendant autant de mois, pendant autant d'années. Et ce n'est pas HCR qui doit prendre la responsabilité de gérer les entrées et les sorties de l'immigration. Parce qu'on nous dit que nous sommes incapables de moderniser notre système. Nous sommes incapables de former des gens pour protéger nos postes frontaliers. Et du point de vue touristique, seulement pour les visas, nous pouvons avoir la capacité de faire entrer 3 millions de dollars par mois. Mais la guerre à cause de l'insécurité, ce n'est pas possible. Ceux qui vont comprendre les principes que nous sommes en train de leur dire, ils jouiront du développement de la République démocratique du Congo. Donc c'est très important que les gens puissent connaître ces principes. Nous vous disons que même les gens qui se trouvent loin des postes frontaliers doivent aussi se retrouver au niveau de Maniema, au niveau de Sankuru, au niveau du Kassai, au niveau de la Chopo, parce que nous formons l'équipe. Tout ce que nous allons rapporter, cela doit être redistribué équitablement. Je suis en train de dire à la génération présente et future que si nous ne voulons pas corriger les erreurs de nos prédécesseurs, nous ne verrons pas le développement de la République démocratique du Congo pendant notre génération. Souvent, on reproche la mauvaise gouvernance, mais aussi la centralisation du pouvoir financier. Parce que l'argent est géré par un groupe d'individus. Imaginez que dans une même république, il y a des gens qui touchent 300 000 dollars, 50 000 dollars, 21 000 dollars par mois, alors que ceux qui se trouvent au niveau des postes frontaliers touchent moins de 100 dollars le mois. Pesez vous-même la balance. Est-ce que c'est comme ça comme les choses doivent continuer? Montrez les gens l'importance des postes frontaliers, comment les gens se retrouvent. Leur expliquer comment la DGM, la DGDA, l'OCC fait entrer de l'argent et comment cet argent doit être redistribué. Ça ne doit pas être entre les mains des groupes des individus. C'est ce que nous sommes en train de reprocher à la génération présente, mais aussi de donner des conseils à la génération future. Ces postes frontaliers ne vont pas changer. Nous allons mourir, nous allons passer, le gouvernement actuel va passer, le président, tout le monde va passer. Mais ces postes frontaliers sont éternels. C'est le lac Kivu. Nous l'avons trouvé, nous allons laisser ça. Même Kat, même Diane Fossé, même Job Saleh, tous ont vu le lac Kivu. Ils ont laissé. C'est pourquoi nous devons développer le business, doing business. Travailler selon les règles de l'art. Nous sommes en train de vous dire, au niveau de la Tanzanie, au niveau du Kenya, un touriste qui paye les visas, c'est automatiquement, tous les postes frontaliers savent qu'un touriste est entré par ici et il va visiter le Kenya. Ils génèrent beaucoup d'argent grâce à leur façon de travailler. Est-ce que c'est difficile que quelqu'un qui se trouve à l'île du Nord puisse connaître que quelqu'un qui est entré à Aba, quelqu'un qui est entré par Buruma, quelqu'un qui est entré par Bitoule, quelqu'un qui est entré par Zongo, par Yokama? Nous avons 165 postes frontaliers et nous devons être conséquents du business. Parce que si nous devons penser que nous devons tirer nous-mêmes les avantages, ce sont les conséquences que nous devons chaque fois vivre. Plus de 34 ans, nous ne sommes pas incapables de résoudre les problèmes. Parce que les gens se demandent pourquoi les rébellions commencent toujours à l'Est. Est-ce que nous enseignons correctement nos enfants l'importance de protéger les postes frontaliers ou nous sommes contents seulement des taxes et des impôts que nous retirons pour notre bien-être au-delà du bien-être de la population locale? Moi, je pense que nous devons changer notre manière d'enseigner. Notre temps est court sur la terre pour vivre le bonheur. Et si nous ne nous organisons pas, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas la MONUSCO, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington qui viendront résoudre des problèmes que nous pouvons résoudre. Nous devons enseigner aux enfants comment contrôler les entrées et les sorties dès le bas âge. Il y a ceux qui viendront vivre en République démocratique du Congo, il y a ceux qui sortiront
pour aller vivre ailleurs. On les appelle la diaspora. Donc chacun se dit, et c'est à nous de protéger nos intérêts, parce que lorsqu'on voit la population, c'est pourquoi on vole leurs intérêts.